Bon, ben, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des échos du crash, on reçoit Martin Blanchard, qui est co-porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Donc, je vais te laisser te présenter, Martin, puis présenter en fait dans le fond, le propos de ta présentation aujourd'hui. Merci. Le propos de ma présentation aujourd'hui, c'est de parler de la mobilisation que les locataires organisent, que le RECLAC soutient, qui est la journée des locataires le 24 avril, où à chaque année, on fait une manifestation dans une ville du Québec, habituellement Montréal ou Québec. On espère sortir des grands centres urbains un jour. Et en fait, on revendique les principaux points de notre plateforme de revendication sur les conditions de logement des locataires du Québec. Mon nom est Martin Blanchard. Je travaille au regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Je suis co-coordonnateur, co-porte-parole et co-fait tout ce qu'il y a besoin de faire lorsque l'urgence tombe. Le rôle du RECLAC, c'est, comme on est un regroupement national, c'est de coordonner et de se faire le fer de lance de la mobilisation au Québec pour renforcer les droits des locataires et représenter la voix des locataires sur toutes les tribunes et au niveau des politiques. Mais c'est aussi de répondre aux demandes des locataires, c'est-à-dire par-delà le fait qu'ils ont de 60 groupes membres avec qui on travaille pour organiser et mobiliser sur les enjeux de logement. On a aussi des demandes de locataires, on a aussi des locataires qui s'adressent à nous et on travaille aussi directement avec les locataires qui peuvent avoir des problèmes. Habituellement, c'est les comités logement qui vont répondre. Mais évidemment, il y a des endroits où il n'y a pas de comité logement et là, ils s'adressent directement au RECLAC. Donc, on a à la fois un rôle de coordination des groupes, mais aussi un rôle directement sur le terrain avec les locataires. Je voulais vous parler, juste pour une entrée en matière, de la naissance du regroupement. On est né en 1978. En fait, c'est plus en 1977 que des comités logements, le comité logement Saint-Louis, qui est devenu le comité logement du plateau Mont-Royal, et le comité logement Centre-Sud, qui est devenu le comité logement Ville-Marie, ont bien compris qu'il y avait la nécessité de se regrouper pour se mobiliser sur les enjeux du logement et pas seulement répondre à des demandes de locataires qui ont une hausse de loyer, ils ne savent pas quoi faire, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le service, pas seulement faire du service, mais aussi de travailler à améliorer, transformer la société pour que les locataires arrêtent d'avoir ces problèmes-là. Donc, c'est là qu'est né le regroupement. Mais à l'époque, c'était le regroupement pour le gel des loyers. Et vous voyez, je vous ai sorti le premier bulletin du comité logement Saint-Louis qui annonce la naissance du regroupement à travers une campagne. Regardez la belle campagne. Participons pour le gel des loyers. Donc, c'est un document historique et où on a vu la naissance de notre regroupement qui, à l'époque, s'appelait le regroupement pour le gel des loyers. Et là, il y a eu des manifestations. Là, j'ai sorti un numéro de 1979 où on voit une manifestation où il y a le regroupement pour le gel des loyers. Et il y avait un gel de loyer qui était demandé partout au Québec. C'était une époque en 78 où on avait une inflation annuelle d'environ 16 %, donc c'est un contexte extrêmement difficile. Il y a même eu une loi canadienne qui a gelé les salaires et les prix de certaines nécessités de base, mais les loyers n'ont pas été gelés et c'est d'où il y avait la revendication pour un gel des loyers. Ça a duré quelques années et par la suite, le RECLAC est devenu le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, où là, on avait une base de revendication beaucoup plus large que simplement le gel des loyers et où le gel des loyers est devenu une revendication d'un contrôle des loyers. Et par contrôle des loyers, on a toujours entendu la même chose, ça n'a jamais bougé. C'est premièrement qu'il y ait un plafonnement des loyers. Actuellement, au Québec, il y a une certaine forme de contrôle des loyers qui est modérée et qui se passe de la façon suivante.
le propriétaire propose une hausse au locataire. Il peut proposer n'importe quel montant. Il n'y a aucune limite à ce que le propriétaire peut proposer. Le locataire reçoit un avis de hausse, mais parfois même c'est simplement oralement. Et là, le locataire peut négocier. Voici ce qui est la base du contrôle. Si le locataire refuse, le propriétaire doit à ce moment-là s'adresser à la régie du logement à l'époque, le tribunal administratif du logement maintenant, pour obtenir sa hausse. Mais vous comprenez bien que ce moment de négociation est très difficile pour les locataires qui ne sont pas à armes égales face à leurs propriétaires. Ils ne peuvent pas tout simplement se retourner et aller dans un autre logement facilement. C'est une opération qui est coûteuse et qui peut même être difficile lorsqu'il y a peu de logements disponibles ou lorsqu'il n'y a pas du tout de logements à bon prix comme en ce moment qu'on peut trouver si on décide de déménager. Donc, des locataires qui reçoivent une hausse de loyer importante, s'ils refusent, se retrouvent face à un propriétaire qui peut être harcelant et intimidant et qui a d'autres armes à son arc. Donc, c'est vraiment pas rare du tout que des locataires reçoivent une hausse de loyer, qu'ils la trouvent trop exagérée, qu'ils la refusent et que l'année qui suit, le locataire reçoit un avis de reprise, un avis d'éviction ou alors un avis d'évacuation pour travaux majeurs, toutes sortes de tactiques que les propriétaires font pour mettre fin au bail des locataires et leur signifier qu'ils sont rendus indésirables parce qu'ils ne se plient pas à toutes les volontés du propriétaire. Donc, cette façon-là de configurer le contrôle des loyers ne marche pas. Là, je vous ai décrit comment ça se passe dans les faits. Et regardons maintenant les chiffres. Seulement 0,5 des loyers se retrouvent en fixation de loyer au tribunal chaque année. On voit très bien que c'est très peu. Et ce n'est pas parce que 99,5 des locataires sont d'accord avec la hausse de loyer qu'ils reçoivent, c'est parce qu'ils ne veulent pas subir les représailles et les intimidations qui vont s'en suivre. Et aussi, ils craignent le tribunal. Beaucoup de locataires, c'est des ménages pauvres. Les personnes pauvres ont appris durant leur existence que s'ils se retrouvent devant une institution, une personne officielle du gouvernement, ça risque de mal se passer. Ils ont une situation d'apprentissage de défaite et ils ne veulent pas se retrouver devant des instances officielles ou gouvernementales parce que pour ces personnes, ça ne peut que mener à des mauvaises nouvelles. Donc, les personnes vont habituellement, quand ils sont en situation de pauvreté, ils vont habituellement négocier. Si ça ne marche pas, ils vont accepter la hausse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, les chiffres qu'on a, je vais vous donner des chiffres pour ce que donnent dans les faits réellement ces hausses de loyer-là. Alors, en 2002, à Montréal, le loyer moyen, selon la SCHL, d'un logement était de 545 $. L'inflation de 2002 à 2022, elle est de 44 %. Donc, si les loyers avaient augmenté au niveau de l'inflation, on aurait un loyer de 784 $ comme loyer moyen à Montréal en 2022. Or, qu'est-ce qu'on a en 2022? Selon la SCHL, on a un loyer moyen de 913 $. Ce qui veut dire que l'augmentation de 2002 à 2022 a été de 68 % pour les loyers moyens. La manière dont la SCHL calcule ces loyers-là, c'est les loyers qui sont occupés, les logements qui sont occupés par des locataires depuis un certain nombre d'années. La SCHL, ce n'est pas un chiffre qui est destiné à comprendre la pression que subissent les locataires. Ce sont des études que la SCHL mène destinées aux investisseurs, pour que les investisseurs savent où est-ce qu'ils peuvent investir, où est-ce qu'il y a des différentiels de loyer importants qui leur permettent d'aller chercher un profit lors de la construction des immeubles. C'est vraiment destiné, ce sont des chiffres qui sont destinés au marché immobilier au moment de la construction et de la vente et achat des immeubles. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine stabilité qui est recherchée dans les chiffres et on va vraiment aller chercher les loyers des logements qui sont occupés sur plusieurs années. Or, lorsqu'on se cherche un logement,
on ne va pas trouver des logements à 913 dans les annonces actuelles. C'est beaucoup plus que ça. On a fait une étude, nous, le RECLAC, et le loyer moyen d'un logement offert en location sur Kijiji, qui est vraiment le principal annonceur pour trouver des logements à louer, est de 1 391 de 1 400 On a donc une hausse de 155 depuis 2002 sur le prix des logements lorsque les locataires se cherchent un logement à louer. Donc, soit on paye autour de 1 000 et là, on reçoit une hausse, puis on se dit, ouh là là, je vais l'accepter parce que sinon, je vais me retrouver à payer 1 400 ou soit on se fait mettre dehors de son logement pour une raison ou une autre, puis on se retrouve à devoir payer 1 400 dans les annonces des logements disponibles. Et vous comprenez bien que si on trouve un logement qui est moins que ça, ou bien on a trouvé une perle rare, puis on est extrêmement chanceux, et quand on est pauvre, je vous l'ai dit, on est en situation de défaite, c'est rare qu'on est chanceux. Ou alors, en fait, on se loue un taudis, et c'est souvent ça qui va arriver. Les locataires qui se retrouvent à louer des logements au prix actuel et qui sont des ménages pauvres, moins nantis, vont louer des taudis parce que c'est tout ce qu'ils trouvent à la limite de leur budget, à leur portée budgétaire. Donc, on a vraiment une situation où le contrôle des loyers ne marche pas, puisque les loyers, on le voit, grimpent beaucoup plus vite que l'inflation. On se retrouve avec une situation où les propriétaires ont réellement un avantage important lors de la négociation et où ils peuvent demander ce qui va dans leur intérêt, donc ce qui est vraiment au-dessus de l'inflation. On se fait répondre quand on demande un contrôle des loyers, on se fait répondre par les associations de propriétaires et par la ministre de l'Habitation qui est entièrement du côté des propriétaires, la ministre élue sous la bannière de la CAQ. On se fait répondre qu'un contrôle des loyers est une aberration parce que ça vient jouer sur un libre marché qui fonctionne selon l'offre et la demande. Et que cette aberration-là fait en sorte qu'il va y avoir moins d'investissement, qu'il va y avoir moins d'entretien des immeubles, puisque c'est l'offre et la demande qui répond réellement aux besoins d'un marché économique, disons, selon des théories économiques qu'on essaie de nous faire avaler. Ces théories économiques-là qui prétendent que le prix des loyers est basé sur l'offre et la demande, c'est des théories que je considérais comme étant malhonnêtes. Et je suis bien content d'être au Crash parce que je pense que ce point de vue-là est partagé par à peu près tous les membres du Crash. C'est-à-dire, vous savez très bien que les économistes qui pensent que le prix des loyers est réglé selon l'offre et la demande, je ne sais pas, ça va être Friedman, Hayek ou Lippmann ou autre, mais c'est des néolibéraux et qui vont affirmer, par exemple, que la hausse du salaire minimum va entraîner des pertes d'emploi. Donc, c'est des économistes qui n'ont qu'une seule solution pour réguler un marché, c'est l'offre et la demande. Mais est-ce que c'est vrai dans les faits? On peut bien avoir ces opinions-là, mais dans les faits, ça ne se vérifie pas. Puis en effet, c'est ce qu'on voit, c'est que le logement locatif n'est pas un bien qu'on peut échanger pour se loger. Quand on est une personne pauvre, on ne peut pas dire, je vais m'acheter une maison d'abord. On n'a qu'un choix, c'est un logement locatif. Il n'y en a pas d'autre choix. Donc, les propriétaires de logements détiennent un monopole sur qu'est-ce qui peut remplir le besoin de se loger pour les personnes des classes moyennes et des ménages pauvres. Détenant un monopole, il n'y a qu'une solution, c'est des règles pour empêcher la fixation des prix par une position de monopole. On sait très bien, les théories économiques vont dire les positions de monopole, c'est des positions de rentier. Et ça me fait rire parce que on a le rental market, donc en anglais, donc on a vraiment une position de rentier pour ce qui est des propriétaires de logements locatifs. Et on ne peut pas laisser ce marché fonctionner selon l'offre et la demande parce qu'il ne fonctionne pas selon l'offre et la demande. Le marché n'est pas... Oui, il y a une offre et il y a une demande, mais le prix des loyers n'est pas régulé selon l'offre et la demande. Parce qu'on n'a pas le choix de se loger, on n'a pas le choix d'accepter les conditions des propriétaires parce qu'ils détiennent une situation de monopole. Le contrôle des loyers modérés qu'on a au Québec favorise cette position de monopole
au niveau de la négociation entre propriétaires et locataires, parce que les locataires se retrouvent face à des propriétaires qui peuvent exercer des pressions, de l'intimidation, du harcèlement, faire peur et vont accepter la hausse de loyer proposée par le propriétaire. C'est pour ça que les loyers grimpent beaucoup plus vite que l'inflation, même si les locataires restent dans leur logement. Je rappelle la donnée de la SCHL, c'est des locataires qui restent de façon stable dans leur logement sur plusieurs années. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un encadrement qui est celui qu'on propose, c'est-à-dire un plafonnement des loyers. Donc, que les loyers ne montent pas plus vite ne puissent pas être augmentés au-delà d'un taux qui serait publié par le gouvernement du Québec. Ensuite, s'il y a de l'entretien, s'il y a des travaux majeurs, s'il y a des circonstances exceptionnelles, une hausse de taxes absolument extraordinaire, eh bien là, le propriétaire pourrait aller au tribunal pour faire valoir qu'il y a des coûts additionnels qui justifient une hausse de loyer supplémentaire. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas ces circonstances exceptionnelles-là et donc, il y aurait un plafonnement des loyers, un plafonnement obligatoire, des mesures qui existent un peu partout dans le monde. Ce n'est pas évidemment la règle, est plutôt à la négociation libre, mais le plafonnement des loyers existe. D'ailleurs, en Ontario, c'est une mesure qui est en vigueur cette année. Donc, le plafonnement des loyers existe et il peut être une solution qui peut freiner les loyers de façon efficace et rapide. Les associations de propriétaires et la ministre de l'Habitation vont nous dire non, 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 on a une solution qui est beaucoup plus respectueuse du marché locatif, qui est de construire plus d'immeubles, donc d'augmenter l'offre. Encore là, on reste pris dans la vision idéologique de l'offre et la demande. Et donc, on va construire plus d'immeubles. Et ainsi, plus il y a des logements qui vont être offerts, et plus ça va faire baisser les prix. Ce n'est pas faux. Si on a un excès d'offres, s'il y a beaucoup de logements qui seraient offerts, effectivement, il y a une baisse de prix. Mais la baisse de prix, elle n'est vraiment pas importante. Elle n'a pas l'effet qui est escompté, c'est-à-dire de faire en sorte que les loyers montent moins vite que l'inflation. Et quand on regarde, il y a un chercheur qui s'appelle Cameron Murray qui a démontré qu'un contrôle des loyers est 6 fois plus efficace et 3 fois plus rapide pour obtenir les baisses de loyer ou en tout cas pour apaiser le marché comme l'on souhaiterait l'apaiser avec des constructions neuves. Donc, les constructions neuves ne sont pas une solution du tout efficace et très coûteuse. Hein, ça coûte beaucoup d'argent parce que l'État doit évidemment, si on veut là, réellement construire beaucoup de logements, on va demander à l'État qui contribue à l'effort. Et on pourrait même dire qu'un contrôle des loyers a un effet sur la construction parce que pour faire des profits importants en immobilier, une des façons, c'est de construire, si ce n'est pas par des hausses de loyers abusives, une des façons, c'est de construire. Donc, s'il y a réellement un plafonnement des loyers avec un contrôle obligatoire, avec un registre des loyers pour empêcher que lorsqu'il y a un déménagement de locataires, on ramène les loyers soi-disant au prix du marché, eh bien, s'il y a cette mesure-là, on bloque les profits rapides au niveau des locataires qui sont en place dans leur logement et on stimule la construction de nouveaux immeubles. Donc, un contrôle des loyers permet de stimuler la construction à un coût zéro. Ça ne représente aucun coût pour le gouvernement d'instaurer un contrôle des loyers, un coût minime, disons, comparativement à la construction de nouveaux immeubles. Je n'ai pas à vous apprendre qu'un contrôle des loyers est une mesure de justice sociale. Donc, pourquoi se mobiliser pour un contrôle des loyers le 24 avril à Québec? Je vais en parler tout à l'heure. Pourquoi se mobiliser? C'est par solidarité avec les locataires, avec les personnes et les ménages à faible revenu, et aussi par un souci d'engagement social si on est sensible aux questions de justice sociale, eh bien, on va vouloir un contrôle des loyers parce que quand on regarde la proportion de ménages pauvres et moins nantis et de la classe moyenne, disons, plus basse
sur le marché, ben, ils se retrouvent massivement comme étant locataires. Il y a très peu, c'est plus que le double des personnes à faible revenu qui sont locataires d'un logement plutôt que propriétaires. Là. Donc, il y a beaucoup plus de personnes pauvres qui ont besoin de mesures qui vont les aider à boucler leur budget au niveau des locataires qu'au niveau des propriétaires. Il y a une urgence du côté des locataires. Les mesures de justice sociale, on va toujours mettre de l'avant les mesures les plus urgentes. C'est des principes de justice sociale que de dire on va intervenir là où il y a plus d'urgence. Et les locataires mobilisent cette urgence-là. Une dernière raison pourquoi, bien, il y en a plusieurs autres, là, mais une autre que je voudrais faire valoir, c'est qu'un contrôle des loyers renforce la stabilité résidentielle. Les locataires qui ont des hausses raisonnables, qu'ils peuvent absorber année après année parce que ça suit l'inflation, vont vouloir rester dans leur logement. Et la stabilité résidentielle, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le tissu social, c'est une bonne chose pour les réseaux de proximité dans les quartiers, c'est une bonne chose pour avoir des quartiers vibrants mixtes qui contiennent en fait toute la panoplie, je dirais, des différentes catégories de la population, là, pour le dire comme ça, mais qu'il y ait toutes sortes de personnes de divers milieux, de diverses origines, et qui ne se retrouvent pas à devoir aller aux périphéries des villes où il y a peu de services pour eux et elles. Donc, c'est les arguments que l'on fait valoir pour qu'il y ait un contrôle des loyers, un contrôle obligatoire avec un plafonnement et un registre. Quelques mots sur les objections des propriétaires. En fait, il n'a jamais été démontré par aucune étude sérieuse que des contrôles de loyers comme ceux qu'on fait valoir, donc plafonnement des loyers et registre, il n'a jamais été démontré par aucune étude sérieuse que c'est quelque chose de négatif. Toutes les études montrent que ça amène des effets positifs, que ça va protéger les locataires, que ça ne freine pas l'investissement pour de nouveaux immeubles, que ça ne freine pas l'entretien des immeubles. Au contraire, ça va même stimuler l'investissement et l'entretien des immeubles. Et que, oui, évidemment que si on a un marché complètement débridé qui ne contient aucune règle, il va se construire plus d'immeubles qu'un marché où il y a des règles, bien évidemment. Mais ce n'est pas la catastrophe nucléaire que les économistes tentent de nous faire valoir. Ce n'est pas du tout un arrêt de tout investissement et un arrêt de l'entretien. Comme je l'ai dit, un contrôle favorise l'investissement et l'entretien à un niveau qui permet au marché de répondre de façon stable. Et si les propriétaires disent oui, mais on ne réussira jamais à loger tout le monde, bien, l'État a un rôle qui est de construire des logements sociaux pour être capable de loger tout le monde. Donc, on peut vraiment complémenter les mesures de contrôle par des mesures de programmes de logements sociaux qui répondent aux besoins. Alors, vous connaissez peut-être là, les études principales que je pense qu'il faut aller voir si on veut se convaincre de la chose. Je pense à un article de 2019 par, je vais vous le citer puisque je suis au crash, Rebecca Diamond, Timothy McQuaid et Franklin Kian en 2019, The Effects of Rent Control Expansion on Tenants, Landlords and Equality, Evidence from San Francisco. Et ce que démontre, ça c'est dans le National Bureau of Economic Research Working Paper, et ce qui est démontré par ce texte-là, c'est que les effets du contrôle assez sévère à San Francisco sont positifs, même pour ce qui est de l'investissement immobilier et de l'entretien immobilier. Loïc Bonneval, un chercheur en France, a démontré qu'à Lyon, l'instauration d'un contrôle des loyers n'a pas du tout influencé sur le niveau de profitabilité, de rentabilité que les propriétaires peuvent aller rechercher. Il y a aussi, je l'ai ici, Joshua Mason, qui est un économiste qui a présenté à une consultation publique de la ville de Jersey, Jersey City Council, un texte que vous pouvez trouver facilement sur Internet qui est Considerations on Rent Control, un merveilleux texte. Et je pense aussi à Cameron Murray, un autre économiste australien qui fait vraiment des interventions très intelligentes et très éclairantes
sur le fait que le contrôle des loyers, c'est tout simplement logique et cohérent dans un marché immobilier. Alors, le RECLAC appelle à la mobilisation sur le contrôle des loyers. C'est une demande des locataires, c'est une demande qui vient des personnes à faible revenu, c'est une demande qui vient des études scientifiques les plus robustes qu'ils soient, ça permettrait de répondre à des difficultés que l'on vit au Québec en ce moment et qui sont réellement aggravantes pour les personnes, les effets en termes de santé mentale, santé physique, de malnutrition, de mal se vêtir, d'avoir une qualité de vie sont très importants sur ces hausses abusives de loyer. Les comités de logement répondent à des locataires qui reçoivent des hausses de loyer absolument impossibles. Le record cette année, c'est de 750 $. Dans les années passées, j'ai vu des hausses de 900 $. Et on a une moyenne ces temps-ci qui tourne autour de 60 $ facilement. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour des personnes qui sont à faible revenu. Le 24 avril, on s'en va à Québec, au domaine Mézeray. Il y a des autobus et le lunch est gratuit. Vous pouvez vous inscrire à un comité logement ou directement en appelant au RECLAC. On part à 8h30, mais il faut réserver sa place dans l'autobus. Il y a une gestion d'autobus qui nous oblige à avoir une inscription. Et on revient ensuite en fin de journée à Montréal après avoir manifesté à Québec. Ceux qui sont déjà à Québec, venez nous rejoindre au domaine Mézeray à 13h15, départ de la manif. Et on va revendiquer avec les locataires et nos alliés cette mesure d'un contrôle de loyer, cette mesure nécessaire, intelligente et constructive pour ce qui est des besoins des locataires et du marché immobilier. De façon générale, je dirais que les chercheurs mettent beaucoup de temps sur leurs recherches et c'est super, j'en ai cité des recherches. On a besoin, le milieu, de travailler avec des chercheurs, mais de façon générale, la présence des chercheurs, elle est moins forte que ce que je souhaiterais. Je ne le dis pas pour rendre personne coupable, je dis juste qu'on souhaite votre présence, on souhaite vous voir et on souhaite vraiment être sur le terrain avec vous pour revendiquer un contrôle des loyers lundi 24 avril. Merci Martin. Moi, je vais être là lundi. J'avais une question pour toi à propos de l'étude dont tu parlais à San Francisco, à savoir, Oui. est-ce qu'il y a des éléments de contexte qui ont été nommés qui ont fait que les mesures de contrôle des loyers ont été acceptées là, dans cette ville-là? Des choses qui diffèrent peut-être de Montréal ou de la situation politique et économique. Ben, la situation politique qui diffère, c'est des loyers absolument complètement hors de prix, là. Ouais. On parle réellement de 3 000 à 4 000 $ par mois pour se trouver un logement pour un ménage familial. Donc, c'est une situation qui devenait impossible. Je pense que ça explique pourquoi dans dans une partie du monde où on croit beaucoup au libre marché, qui est la Californie, euh, je pense qu'on peut expliquer que San Francisco a été à l'avant-plan d'un contrôle des loyers à cause de la pression impossible sur les loyers. Et la même chose pour Airbnb. Ça a aussi donné lieu à une, euh, une immense érosion du marché locatif. Il y a beaucoup de logements qui sont passés dans le giron d'Airbnb. Et donc, ça a justifié des mesures très sévères à San Francisco par rapport à Airbnb. Ce que je dirais, c'est j'espère qu'on n'en arrivera pas là pour instaurer des mesures qui sont nécessaires maintenant. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y avait des questions? On est en petit comité, mais Chloé qui est là. Est-ce que Chloé, tu avais une question? Ouais, je savais pas rire comme ça, mais j'écoutais j'écoutais attentivement. Mais moi, c'est plus une petite question en termes de mobilisation. J'avoue que ce serait plus par rapport à la ville de Montréal. Je suis intéressée en ce moment sur les. Je travaille pour le Conseil interculturel de Montréal sur une recherche et on aimerait mettre des recommandations qui concernent plus la ville. Euh, Même si je sais que beaucoup de choses reliées au logement sont en lien avec Québec. Donc, d'après toi, sur les questions de contrôle des loyers,
est-ce que la ville de Montréal pourrait agir et de quelle manière et comment on pourrait tourner une recommandation qui soit en lien avec le plafonnement des loyers qui pourrait s'adresser directement à la ville de Montréal? Si tu en as, t'as une idée de ça. Oui, ben, actuellement, la ville de Montréal est en train d'élaborer des nouvelles politiques autour de ce qu'elle appelle la certification proprio-responsable. Mhm. C'est un élément de certification au niveau du cadre bâti pour tous les immeubles qui contiennent plusieurs logements. Ça va être mis en place en 2024. Il va y avoir une implantation graduelle. Ça va commencer avec les immeubles de 100 logements et plus, et ensuite les 50, puis ensuite, bon, on va se rendre après ça, au bout du compte, sur tous les immeubles de 6 ou 8 logements, c'est pas clair, ça va être quoi la plus petite limite. Mais donc, tous les immeubles, admettons, de 6 logements et plus, qui qui vont être soumis aux règles de certification proprio-responsable. C'est surtout au niveau du cadre bâti, au niveau des questions de salubrité, mais la Ville de Montréal en a profité pour introduire à la certification proprio-responsable un registre des loyers. Mm. Il va y avoir un registre des loyers qui va accompagner la certification proprio-responsable. Tous les propriétaires devront publier le prix des loyers de tous leurs logements. Ça va être graduel, seulement les 100 logements et plus. Bon. Mhm. Euh, la seule, la seule avancée qu'on a gagnée sur le registre des loyers montréalais, c'est que ce soit un registre annualisé, que ce soit à toutes les années que ce registre-là soit mis à jour. Au début, c'était aux 5 ans. Donc, ça faisait que le registre était plus ou moins inutile. Mais là, un registre annualisé est une bonne chose, ainsi qu'un registre devrait fonctionner. Mais on va passer d'abord aux 100 logements et plus, puis on va y aller graduellement vers les plus petits immeubles. Euh, L'avancée qu'il pourrait y avoir, c'est que tous les immeubles soient concernés par un registre des loyers. Oui. Je trouve que c'est un peu timide que de dire on va y aller graduellement, seulement les 100 logements et plus, puis on verra par la suite sur plusieurs années. Et au bout du compte, c'est seulement les 6 logements et plus. Or, ça, c'est seulement le tiers du parc locatif de Montréal. Le deux Ouais. tiers du parc locatif de Montréal, ça va être des 6 logements, donc des 8 logements et moins. Là. Les 6 logements et plus, c'est un petit peu plus, c'est autour de 40. Donc, en tout cas, plus que la moitié des locataires ne bénéficieront pas du registre des loyers, je pense qu'on peut demander à ce que ce registre-là soit à toute la grandeur de l'île. Le Ok. petit problème qu'il se pose, c'est que pour le RECLAC, si on pousse trop dans cette direction, on oublie que c'est tout le Québec au complet qui est concerné par un registre des loyers. Donc, mais tu sais, pour une question qui dit, moi, je veux intervenir au niveau montréalais, bien Ouais. là, c'est clair que c'est une avenue qui est intéressante pour le contrôle des loyers. Pour ce qui est du plafonnement des loyers, Montréal n'a aucune juridiction. Il ne Ok. peut pas intervenir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le registre des loyers pose quand même une question de juridiction. On nous assure qu'on va s'assurer qu'il va être, qu'il va être possible que le document soit utilisé au tribunal administratif du logement si jamais on a besoin de contester une hausse abusive entre changement de locataire. Mhm. Ça reste à voir. Ouais. Ça démontre qu'il y a quand même des questions de juridiction qui se posent entre Montréal et le Québec. Ouais, malgré le statut de métropole, là-dessus, ça donne pas un, une- un droit spécifique de plafonnement, par exemple, à l'échelle de Montréal. Ça serait. Non, c'est juste pas possible. Ouais. Parce que c'est au tribunal administratif du logement que la fixation de loyer, elle est. Tu sais, c'est des questions de compétences juridiques. Donc, Ouais. le tribunal a la compétence exclusive des litiges entre locataires et propriétaires. Donc, t'imagines, il faudrait amender le Code civil puis d'amender la compétence du tribunal administratif du logement. La Ville de Montréal n'a pas le poids politique pour réussir à faire ça. Ok. Non, mais déjà, tu m'aides pas mal sur l'idée des 6 à 8 logements. Et en plus, on a fait une recherche où la large majorité, voire la totalité des personnes immigrantes et ou racisées qui étaient interrogées vivent dans des logements
des immeubles de moins de 8 logements. Donc, Ah, en gros, la nouvelle certification ne les toucherait pas si, OK. si on ne l'étend pas. Donc, ça Oui, m'aide à modifier ma recommandation. ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, là où il y a le plus de problèmes pour les personnes en situation de pauvreté, puis les personnes en situation d'immigration, bon, les personnes de la diversité, tout ça, c'est dans Mhm. les immeubles de 20 à 30 logements. Ouais. C'est dans ces immeubles-là qu'il y a les taudis et Mhm. qu'il y a vraiment un propriétaire qui fait la loi, puis les locataires se retrouvent très isolés face à ces propriétaires. Mhm. Et ça, on convient, la Ville de Montréal puis le milieu convient que c'est intéressant d'intervenir, de se donner les pouvoirs d'intervenir dans ces lieux-là. Mais là, on parle beaucoup de conditions de logement au niveau de la salubrité. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça permet de montrer que de rattacher le registre des loyers à la certification proprio-responsable, ça rate un petit peu la cible que l'on vise avec le registre des loyers. Ouais. Oui, et puis en plus, avec, tu vois, une évolution aussi de l'installation des populations immigrantes et ou racisées aussi dans des quartiers de plus en plus périphériques et tout ça, c'est aussi des lieux où finalement c'est moins des gros immeubles à logement et ça va être des gens qui vont être un peu plus dans des poches de pauvreté un peu éloignées, puis qui sont dans des duplex et tout ça, mais qui vont avoir aussi des conditions de logement Ouais. difficiles. Mais nous, ouais, là, on interrogeait beaucoup de gens à Saint-Léonard, Saint-Laurent et Montréal-Nord. Et c'est vrai que c'était pas forcément des gens, tu vois, qui vivaient dans des 20 à 30. Oui. Mmh. Oui, puis on retrouverait cette même configuration-là dans Montréal-Est. Mmh. Mais là, Ouais. il y a moins de population et l'immigration, là. Mais Mmh. on a la même problématique, c'est-à-dire des personnes pauvres qui vivent dans des petits plex et Ouais. qui se retrouvent avec des problèmes de logement. Mmh. OK. Merci beaucoup pour ta réponse détaillée. Oui. Ben, merci Martin, merci beaucoup pour tout ça. Ben, on se voit à la manif de lundi. Oui, Puis, puis peut-être d'autres personnes. Peut-être Chloé, peut-être d'autres personnes. peut-être, j'espère. Ouais. Faut diffuser. Là, c'est enregistré. Ouais, On va espérer que la diffusion, ça mobilise. ouais, Ah oui, vous pourriez rediffuser notre événement Facebook là, pour s'inscrire. Ouais. parfait. Ça Très marche. bien. Merci. Merci. OK, bye! Bye.